bienvenue dans Cyclique, un podcast où nous donnons notre vérité sur tout ce qui touche de près ou de très loin au vélo. Je suis Jonathan Berroy et je suis accompagné de Benoît Simard. Salut Joe! Benoît, on a parlé à l'épisode précédent de Fat Bike. Tu nous as raconté une histoire avec Buck de Glassmiller. Buck de Glassmiller. Mais on n'a pas parlé de l'historique de Fat Bike. D'où est-ce que ça vient? D'où ça vient? Comment on a inventé ça, ces gros pneus-là? Là, tu regardes ma feuille, tu essaies d'être curieux. Au Québec, je crois vraiment qu'on a une des places maintenant, peut-être qui est un des points forts. Fort et phare. Ouais. Je pense qu'au Québec, le Québec, c'est le meilleur endroit au monde pour faire du Fat Bike. Où est-ce qu'on a travaillé le plus, en tout cas? Donc, peut-être qu'on a fait évoluer ça quand même pas mal les dernières années. Là. Ben, tous les centres de vélo de montagne deviennent des centres de Fat Bike. C'est une belle façon de réorienter certains clients l'hiver. Puis... Mais, oui, à la base, est-ce que tu connais Jean No? As-tu entendu parler de lui? Jean No. Sûrement un Français. Oui, c'est le frère de Dr. No. Non. Jean No, OK. Mais oui. C'est un Français, mais quand on cherche Fat Bike, là, on trouve ce gars-là en premier. C'est quelles années, ça? Il est né en 1931. Puis là, ce que je te raconte, c'est en 1986, son Fat Bike. Okay, il y a pas mal d'expérience dans la vie déjà. Il a déjà 55 ans. C'est ce qu'on appelle peut-être une des premières expéditions de Fat Bike dans le monde. C'est un gars qui est né proche de Alger, en Algérie. Ingénieur automobile. Puis là, lui, le désert a fait partie de sa vie, toute sa vie. Il fait une expédition en 86 de Alger à Tombouctou. C'est 3200 km, dont la première partie, c'est plutôt, mettons, asphalte. 2000 km de ça, c'est sur le sable. Puis donc, il y a un 900, mettons, au début, qui est un peu tapé, mais après ça, c'est vraiment du sable. Puis donc, il y a un livre qui s'appelle « 3 roues pour Tombouctou ». Puis pourquoi? C'est que son vélo, il y a 3 roues. 3 roues collées ensemble ou un une tricycle? En arrière de l'autre. Il y a ses roues en avant comme on peut se l'imaginer. Puis les roues sont énormes, mais il n'existe pas de pneus de Fat Bike. Il n'existe pas de Fat Bike. Il existe des pneus de moto. Fait qu'il se patente des roues de moto. Il soude sur lui-même. Des jantes de moto? Oui. Il soude lui-même son cadre. C'est énorme. Son vélo, juste le vélo, pèse 50 kilos. 110 kilos. 50, juste le vélo. Là, il se met 60... Ça, c'est la moitié du poids des bagages que j'avais qu'on a fait le Log Driver ensemble. Il se met 72 litres d'eau pour certaines sections. Mais voyons donc. Au total, avec son bagage, ça pèse 180 kilos, son stock. C'est comme... Kilos? C'est 400 livres. Là. C'est une moto. Ça n'a pas de sens. OK. Là, il y a sa roue il n'est pas si brillant que ça, là. Il y a 55, Ben. Et il y a ces 2 roues en arrière, là. C'est inspiré par des camions des 18 roues. Tu sais, quand il y a un chargement, ils descendent une roue supplémentaire, puis sinon, ça il la relève. La pression sur plus large. C'est ça. Donc, fait que là, lui, quand il roule sur l'asphalte, il y a 2 roues. Puis en arrière... Il peut vraiment en enlever une. Ben, en fait, c'est en arrière, ça tourne autour d'une espèce de point de pivot, puis il relève ce gros carré-là en métal, le rectangle métallique, là, son armature, ses bagages les porte-bagages sont soudés dans le vélo. Bon, ben là, il lève ça. Puis là, il arrive dans le désert, puis il explique... Il y a une espèce de vidéo qu'il a fait avec le... Lui, il aurait ralenti d'une expédition, là. Hey, pour vrai, je pense pas. Il dit que sur le sable... Il roule 20 km/h. Mais voyons, comment il a décommandé la transmission au point d'être capable de... Ah oui, ça, il faut que je te le dise. Il y a 3 chaînes. C'est qu'il y a sa chaîne qui part pas vers l'arrière, là, son pédalier normal, mais ça part par en haut. Puis, comme en diagonale vers l'arrière. Puis là, il y a 2 autres chaînes, comme une espèce de tandem, mais vraiment bizarre, qui là... Une chaîne est connectée à sa roue qui est surélevée ou peut-être descendue et une autre qui est connectée, qui repart en diagonale, mais par en bas, par en arrière, à sa 3e roue en arrière. Donc, c'est tellement complexe comme engrenage. Non, mais on va mettre les liens vers ça dans les descriptions. Que tu me racontes là. On va mettre les liens dans les descriptions. Là, il explique dans une vidéo qu'il a faite pour le Musée national du sport, qui
qui d'ailleurs a 81 abonnés sur YouTube. C'est une affaire complètement fou, mais 80 abonnés à ce musée-là. Puis là, il explique que... Écoute, j'ai écrit, regarde, il va d'une oasis à l'autre. J'ai pris une note. Je me refaisais la bosse en consommant des dattes du riz et tout ce qu'on trouve dans une oasis. Il se mettait... la seule chose qui est comme logique avec aujourd'hui, c'est qu'il se mettait 7 livres de pression dans ses pneus qu'il disait dans le désert. C'est quand même beaucoup... Probablement au format qu'il y avait. Ben, des pneus de moto, là, sûrement qui n'étaient pas excessivement souples non plus. Ben, il a quand même réussi à faire son 3200. Fait que pour moi, là, ça, c'est... C'est comme... C'est un avant-gardiste à peu près. Ben, vraiment. Et puis sa vidéo, je terminais avec ça, mais sur sa vidéo, sur le musée du sport, il y a une espèce de petite musique arabe en bruit de fond qu'ils ont mis. Puis lui, il y a une cravate avec un sarrau quand il explique son vélo. c'est tout un La personnage. science derrière ce vélo. On peut voir son vélo au musée du sport qui est, je crois, à Paris. Il est comme dans une espèce de musée là, des... Il n'y a personne qui va se sauver avec, en tout cas, la description que tu en fais. C'est ça, exactement. Je veux maintenant te parler. Et là, tu m'as parlé de Jeannot, qui, lui, c'est vraiment plus... en Europe, puis c'est du dans le sable. C'est un précurseur du fat bike. Ouais. Maintenant, je veux te parler du télégraphe. Ça m'intrigue, vas-y. OK. Du télégraphe. Je veux te parler du télégraphe. Qui a inventé le télégraphe? Un télégrapheur. C'est quoi le code qu'on utilise pour ça? On dit un télégraphiste. Donc, c'est un monsieur Morse. Monsieur Morse, Samuel Morse, inventeur du télégraphe aux États-Unis. En même temps que ça se passe, il y a un gars qui s'appelle Charles Wheatstone en Angleterre. As-tu déjà été dans un album de Lucky Luke, lui? Ça sonne... Qui, c'est Morse ou Wheatstone? Wheatstone? Mais non, tu me parles d'Angleterre. OK, c'est correct, j'ai rien dit. Peut-être. Ça aurait pu être un dandy. Mais début du 19e siècle. Lui aussi invente le télégraphe, mais lui, c'est... Il n'y a pas de code. En fait, il y a plusieurs fils, puis il y a plusieurs aiguilles, puis les signaux électriques font bouger les aiguilles vers les lettres qui sont de l'autre côté. Donc, un peu comme un Ouija électronique à distance, puis ça fait bouger... Je ne sais pas si tout le monde est aussi dubitatif que moi. Là. Non, c'est vrai. Puis pourquoi je te parle de ça? C'est que les deux... Pourquoi est-ce que tu me parles de ça? C'est que les deux ont inventé le télégraphe. Celui de Morse était beaucoup plus facile parce que son code venait avec. Moi, je vois où est-ce que tu nous emmènes. Ça s'appelle... c'est un concept qui s'appelle l'invention simultanée ou la convergence indépendante. On peut inventer la même chose à différents endroits parce que le monde est rendu là, comme l'espèce de... En allemand, ils disent le Zeitgeist, l'esprit du temps. Je dis tout le temps ça en allemand, moi. Au nombre de clients que tu dis le Zeitgeist. Si on t'avait un 5 cents à chaque fois que tu avais dit le mot Zeitgeist, ça en ferait des canettes vides, ça. T'aurais rendu un deuxième sandwich chez Nichols. Au Café de la Gare. Au Café de la Gare. Oui. Donc, deux inventions, c'est ça. Donc, deux inventions du télégraphe en même temps. Ce qui m'amène... que quelqu'un d'autre, à quelque part d'autre. C'est ça. Dans les années 90, et c'est souvent, je pense, c'est eux auxquels on fait référence, mais en Alaska, l'invention du fat bike est souvent attribuée à des gens qui ont soudé quelques jantes, quelques pneus. Ils n'ont pas soudé les pneus, mais les pneus étaient sur les jantes. Et ils mettent ça 2 pneus, 3 pneus de large avec des fourches surdimensionnées. Il fallait modifier les fourches, assurément. Ouais. Mais il y avait... le cadre au complet, en fait. L'arrière aussi. Oui, mais comme il n'existait pas de pneus de fat bike, ils soudaient des jantes ensemble pour faire leurs aventures sur la neige. Et ces jantes-là, soudées ensemble, c'est à peu près vers 97. Ça aussi, on peut en trouver des images sur Internet. Je pense qu'il y a des musées là-bas. Il y a tellement d'éléments comme ça. Là, tu as les jantes qui n'existent pas. Tu as les pneus qui n'existent pas non plus. Le Nokian... Gadzellani, tabarouette. T'es comme moi, t'inventes des mots, là? Non, pas en tout. Gadzellodi. C'est quoi de quoi tu parles? C'était un modèle de pneu de Nokian, de vélo, qui était comme quasiment un 3 pouces, un 26 par 3 pouces. Ça, c'est vraiment un pneu de descente là,
En 97-18, c'est comme les plus gros pneus qui existaient. Là. Fait que, déjà, c'est pas des pneus de fat bike, autrement dit. Fait que les gens qui ont développé qu'est-ce que tu me parles, ils n'ont pas de pneus, ils n'ont pas de jantes, ils n'ont pas de cadre qui correspond à leurs besoins. Puis avec ces gros pneus-là, donc c'est ça ton cadre, mais ta largeur de pédalier qui marche pas. Puis là, si ton pédalier est pas, ou ton boîtier de pédalier est pas suffisamment large. L'axe c'est pas. Ça non plus. Il faut inventer un axe assez large. C'est ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Là. Mais les premiers vrais modèles, on en a parlé un peu dans l'épisode précédent, c'est Surly en 2005. Mais de façon commerciale. Tu sais, oui, fabriqué, une production commerciale. Oui. C'est Surly 2005. Je sais pas si tu étais peut-être plus dans... tu étais dans l'industrie déjà en 2005. Oui. Est-ce que tu as des souvenirs de ça? Ces premiers modèles-là, qu'est-ce que les gens pensaient? Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de ça qui vient du Minnesota. Hein. Ça a été une place où ça a beaucoup été... C'était très effervescent par rapport au fat bike, mais non, on n'était pas... Tu sais, dans ces années-là, on n'était pas tant exposé à ça. Je pense qu'à Montréal, peut-être, il y avait un peu de monde qui connaissait déjà la marque Surly, tout ça, mais c'était pas si populaire que ça. Là. Ça a pris du temps avant de devenir populaire. Surly, c'est que c'est basé au Minnesota? Aujourd'hui, oui, assurément. À ce moment-là, j'imagine que c'était pas avec QBP. C'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. Donc, avec eux ou sans eux, ils lancent ça. Toi, c'est quand la première fois que tu as vu un fat bike? Probablement en 2007, dans ce coin-là. Donc, pas longtemps après? Pas longtemps après, mais sans connaître l'origine non plus. Tu sais, c'était comme juste une anomalie dans le paysage. Là. J'ai l'impression qu'au début, c'était pas tant, par contre, pour être utilisé sur la neige, mais on le marketait comme, mettons, tu vas à l'île d'Anticosti. Tu vas sur la plage. C'est pas ma première impression. Non. Moi, quand tu me racontes... Écoute, OK. Mais comme notre ami Jean-No, il n'y avait pas de neige. Là, j'ai eu, dans les jobs que j'ai eus, on allait souvent à des salons du vélo, dont celui de Las Vegas. À l'époque, Las Vegas, c'était un des plus gros salons commerciaux là, pour les produits du vélo. Il y avait Taïwan déjà dans ce temps-là. C'est ça, le Bike-A-Con? Non, c'était Interbike. OK. Puis, ouais, OK. Bonne référence. Mais on se déguisait pas, on se déguisait en cycliste. Non, il déteste que tu... Puis, écoute, le gars qui arrive déguisé en De Vinci. Il y avait le Burro Bike en De Vinci. Ouais. Ben ouais, mais c'est quoi, avec une barbe puis les bras en étoile, plusieurs bras. Toi qui arrive déguisé en Specializer. Ah, ça, c'est une autre époque. C'est une autre époque. Donc, tu vas à Las Vegas. Donc, à Las Vegas, je me souviens d'avoir vu un vélo qui s'appelait le Burro Bike. Burro Bike, il y avait des pneus de 20 pouces, mais probablement de 4 pouces de large. Puis lui, évidemment, Las Vegas, c'est pas très, très enneigé, là, quand c'est 100% désert. Puis ça, je me souviens d'avoir vu ça. C'est assurément début 2000, là, même peut-être une couple d'années avant ça. Burro Bike. Puis eux, il y avait des pneus surdimensionnés, mais tout petits. Des petits pneus surdimensionnés pour rouler sur du sable. On en voit de ça aujourd'hui, des fat bikes à roues 20 pouces électriques. Là, des engins de mort. Quand même. Mais donc, oui, mais ça remonte à très longtemps, ça, par exemple. Mais je me souviens d'avoir vu des pneus de 20 pouces par 4 pouces, probablement, sur des vélos pour rouler dans le désert. C'était pensé pour ça, pas pour la neige. Mais quand on pense au Surly, j'ai jamais... Moi, en tout cas, à cette époque-là, j'associais pas ça du tout à la plage. C'était vraiment pour la neige. Puis même, détail, dans ce temps-là, je ne sais pas si tu te souviens, la fourche du Pugsley était décentrée. Donc, ça permettait d'utiliser un moyeu, une roue arrière à l'avant. Oui. Puis ça, c'était vraiment pour ceux qui allaient faire le Idota Bike en Alaska. Si ton moyeu gelait, si tu cliquais de roue gelait, tu pouvais prendre une autre roue avant. Ben, ta roue avant qui était une roue arrière, tu pouvais transférer tes roues de l'avant à l'arrière. Tu avais des vitesses sur ta roue avant. Non, du tout. Mais c'est juste tu changeais tes vitesses de bord? Ou tu changeais ta cassette? Ta roue qui était à l'avant avait une cassette dessus qui servait à rien d'autre que quand tu la plaçais à l'arrière. C'est ça. Mais ça permettait d'utiliser un moyeu arrière parce que c'était plus large. Non, ou tu changeais ta cassette d'endroit. Tu aurais pu le faire, mais dans ce temps-là, l'espacement, c'était 135 mm. Oui. Puis il n'y avait pas encore ajusté l'espacement à l'arrière du vélo. Aujourd'hui, c'est 192 mm, mettons. Okay? Pour les fat bikes. Pour le fat bike. Mais dans ce temps-là, il prenait... Un vélo normal, là. Ben non, il avait modifié ça. Mais il n'existait pas de moyeu à l'avant assez large. Ouais, Donc, on utilisait un moyeu arrière à l'avant.
ça a été pensé pour ça. Ben, C'était des vélos. Le Surly était vraiment pensé comme vélo d'aventure, là, que tu avais des pièces partout, que rien ne pouvait briser. c'est Puis- incroyable que Surly soit encore en affaires parce que leurs vélos sont tellement pointus. C'est marginal. Mais c'est Mais ça, c'est c'est souvent comme... ça qui crée les grandes tendances. Ouais. Tu sais, les grands manufacturiers, mettons, on va parler de Trek, Mhm. Specialized, puis ça a été, puis peut-être Giant aussi qui sont arrivés avec ça, mais c'est pas avant 2015 qu'ils ont eu des modèles de fat bike. Tu sais, avant ça, c'était que des petites compagnies marginales, dont Surly était un des instigateurs, la compagnie Salsa aussi, qui sont sous le même La même empire égide. financier. Ouais. Donc, Salsa, 907, Borealis plus tard, qui Mais est venu. ces grosses compagnies-là, le Giant ou Trek ou le Big Four, hein, Specialized n'en fait même plus. ben c'est ça, j'étais pour te demander. Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à en faire puis qui ont abandonné parce que ça représentait 0,2 % de leur vente mondiale? Oui, la réponse est oui. Tu sais, il y a à peu près juste Trek puis Giant, là, dans les géants, si on peut appeler ça comme ça, qui continuent de produire des fat bikes. Puis on s'entend, pour moi, c'est juste pour le Québec, là. je le dis à peine en blague, là. Je vois pas où ailleurs dans le monde tu as des pochettes, justement, aux États-Unis, dont l'Alaska, le Minnesota, peut-être au Colorado un petit peu aussi à certains endroits. Mais sinon, c'est marginal, pas à peu près. Vraiment, vraiment. Donc, probablement que ça ne vaut pas la peine, commercialement parlant, de prendre du temps d'usine pour fabriquer quelques centaines, quelques milliers de fat bikes. Ailleurs au Canada, est-ce qu'ils en font du fat bike dans, mettons, Colombie-Britannique? Ben, peut-être pas, pas dans des montagnes. Là, pas vraiment. Il y a en Alberta, j'ai des amis à Canmore qui essayent de faire vivre ce sport-là parce que déjà, tu es entre la ligne où est-ce que ça. Tu n'es pas complet assez haut pour être dans les gens, ils font du poudreuses. ski en montagne l'hiver. Ouais, c'est ça. Ils vont juste faire 20 tu km vas en Colombie-Britannique, tu peux faire du kayak puis du mountain bike une journée de janvier. Il n'y a pas de problème. Si tu montes plus haut, tu vas faire du ski, mais pourquoi tu ferais du fat bike? Donc, non, pas vraiment. Il y a un petit peu au Manitoba, qu'il y a des places qui fait fret, puis que c'est glacé, puis c'est durci un petit peu. Là aussi, il y a des communautés de gens qui en font, mais j'ai vraiment l'impression que c'est très marginal, encore plus qu'ici au Québec. Le traçage des pistes, ça date de quand? Parce que là, au début 2005, tout ça, on a parlé un peu de l'historique, mais il n'y avait rien de tracé. Là. C'était des espèces de traversées du lac Saint-Jean. Même pas. C'était des pistes de raquettes. Tu utilisais soit des sentiers privés de motoneige, tu sais, quelqu'un sur son terrain qui a quelques kilomètres de tracé en motoneige. C'est dangereux quand même? Ben, pas sur un terrain privé. Je veux dire, pas sur une autoroute provinciale de motoneige. Tu risques de faire donner une claque puis de manger un patin. You guys are nuts! You guys are nuts! Puis, mais donc, pistes de raquettes. C'était officieusement, en tout cas moi, de 2013 à 2015, c'était essentiellement dans les pistes de raquettes. Puis je me souviens de partir de bonne heure le matin avec mes raquettes, puis faire une première trace dans des sentiers de vélo pour attirer les raquetteurs. Dans le sens que, tu sais, les petits lemmings, ils marchent un heure de l'autre, puis ils font des traces. Mais moi, j'allais faire une première trace en raquette dans les pistes de vélo, qui n'étaient pas des pistes de ski, là. Vraiment, on s'entend. Raquetteur bienvenue. Oui. Mais une fois qu'il y a une trace, là, les gens y allaient en raquette. Moi, ça me faisait mes sentiers. Là, tu allais publier sur Facebook. Hey, la piste est vraiment belle. Ouais, venez faire de la raquette. C'est beau. Ben oui, on le faisait. On invitait les gens, en tout cas, à venir faire des corvées de raquettes. Ouais. Mais même encore aujourd'hui, je vois de temps en temps, quand il y a des grosses bordées, ils vont écrire raquetteur, comme vous avez le droit de venir dans notre piste. Là, pour, oui. Ben, techniquement, là, c'est parce que même si on utilise maintenant pas mal exclusivement des motoneiges, plus que différents autres moyens, malgré que ce soit des motoneiges qui sont pensés pour être dans la neige, c'est plus facile s'il y a déjà une première trace. C'est des motoneiges pensés pour être dans la neige, ouais? Oui, parce que sinon, c'est un sidou. C'est pas pareil. Mais au début, là, est-ce que c'est vrai que les pistes étaient tracées par du monde qui traînait des pneus en arrière d'eux? Oui, c'est vrai. C'était une façon de compacter plus la neige encore. Donc, c'est comme une façon de passer une gratte puis de compresser. Comment marchait tranquillement. On s'attachait ça à la taille. Toi-même, tu le faisais? Ben évidemment. Ben oui. Craquer comme earn pas your ça. turn. Non, mais mérite ta trail. Donc, c'était
Si t'attends tout le temps que quelqu'un d'autre le fasse... c'est ça. Comment tu te l'attachais après toi? Non, mais avec une corde en nylon, peut-être qu'il y en a des fancy qu'on se mettait un genre de harnais, peut-être. Là, Il y a des bretelles 45 North. Non, pas encore à ce moment-là. Mais juste une corde en nylon à la taille, puis tu t'en vas prendre une marche. Il n'y avait pas d'harnais Arc'teryx. Non, c'était pas pensé pour ça encore. Non. Je pense qu'ils n'ont pas développé de produits. Mais ça, c'est les années où est-ce qu'on le faisait en raquette. Après ça, moi, un voyage initiatique au Minnesota. Ah ouais? Minnesota, je pense que là, il y a eu beaucoup de pionniers qui ont développé des méthodes mécaniques pour tracer des pistes pour le fat bike. Le Snow Dog? Snow Dog, c'est une affaire russe, ça, mais oui. Hein? Ouais. C'est des trucs en c'est Russie. quoi le Snow Dog? Snow Dog, tu as un moteur avec un pont, avec une chenille qui sert à tracter quelque chose. Donc, il y a vraiment... Ça ressemble un peu à une tondeuse. Ça ressemble avec un pont de motoneige. Ça ressemble à un traîneau pour chien, un peu, non? Mais c'est vraiment juste un moteur qui fait tourner un pont. Puis toi, tu mais t'accroches en l'air de ça. Tondeuse, c'est vrai, ça ressemble à tondeuse. Ben oui, une tondeuse, mais avec comme un traîneau en dessous. En arrière. En fait, mais en dessous, tes pieds originalement, dessus. Là, ça, je pense qu'il y avait des poignées là-dessus. Ou des la personne, elle s'assoyait dans un traîneau en arrière, puis elle se faisait tirer. Puis là, c'est des... Mais aujourd'hui, ils utilisent plus ça? Non. Tu sais, dans la petite évolution de la chose, là, c'est que même nous autres, en 2015, on a eu l'autorisation de la ville de Sainte-Adèle pour tracer mécaniquement dans les sentiers de plein air Sainte-Adèle pour le fat bike. On avait un Snowhawk. Ah, mais pourquoi tu avais... des Boivin, Snowhawk. Pourquoi tu n'avais pas l'autorisation avant? Parce qu'on a du monde qui aime ça faire les choses réglementaires. Puis on a demandé la permission. C'était les sentiers qui étaient entretenus par Plein Air Sainte-Adèle. Okay. Puis on avait eu l'autorisation pour certaines pistes de vélo de montagne l'été, de les entretenir l'hiver mécaniquement. Tu embarques dans des pistes avec un moteur, il faut que tu demandes la permission. OK. Puis donc là, à ce moment-là, on avait un Snowhawk. Puis ça, c'est quoi la différence? Le Snowhawk... C'est comme le Snow Dog, mais il vole? Il va plus vite. C'est vrai? Un peu, oui. Mais crème, si tu vas vite dans le bois de même entre les arbres. C'est A.D. Boivin. C'est un inventeur de la famille Boivin québécoise. Boivin comme Bombardier? Peut-être qu'ils ont un lien de famille. Voyons. Non, voyons donc. Puis, donc, ça, c'est comme une petite motocross. Au lieu d'avoir une roue à l'arrière, encore là, c'est une chenille. Ouais. Puis à l'avant, la roue est remplacée par un ski, par un patin. C'est comme le contraire du Snow Dog. Oui, exact. Mais c'est une moto avec un patin en avant, mais un peu plus petit. T'es assis sur une moto, littéralement. OK. Puis ça, on traînait un pneu. Oh! Donc là, c'est l'évolution de l'humain. Ouais. Donc, on est passé de marcher en tirant un pneu en étant assis sur une petite moto d'hiver pour traîner un pneu encore une fois. Puis, mais aujourd'hui, ça existe encore? Non, pas vraiment. Vraiment, il s'est développé plusieurs types de chariots ou de grattes spéciales pour compacter la neige, tasser la neige, spécifiquement pour le fat bike. Donc, maintenant, on tire ça avec des motoneiges. On a adapté les sentiers un petit peu plus, on les a élargis un petit peu quand même, mais c'est tellement moins d'ouvrage. Donc, c'est pas juste une motoneige. C'est moins pire. Tu traînes quelque chose en arrière de la motoneige. Absolument. Puis là, tu as vraiment plusieurs sortes de grattes différentes. Voyons. Selon la neige. Ça? C'est des soudeurs au Québec. Là, on a acheté des équipements aux États-Unis, même de compagnies qui font ça. C'est devenu... Il y a un certain marché pour ça. Ça doit pas être un énorme marché. Non, mais c'est probablement des compagnies, normalement, qui font des trucs pour tracer pour le ski de fond, des traceurs de ski de fond. Puis là, pas Jean-No qui a adapté... Jean-No, il a adapté sa grosse... Son gros vélo. Ouais. Donc, c'est des compagnies qui préparent ça. C'est fait spécifiquement pour ça maintenant. Mais il y a beaucoup de gens au Québec qui ont développé leur propre traîneau puis leur propre gratte. Il y a Martin Poudrette, entre autres. Okay, Martin, il avait développé la Poufat gratte. La Poufat gratte. Ouais. OK. Puis c'était comme un Snow Dog que lui-même avait fabriqué avec des moteurs, des pièces de motoneige, puis il tirait des pneus puis des choses comme ça. Lui, c'était au Parc du Domaine Vert. Il était un des pionniers qui entretenait... Oui. Donc, la Poufat gratte. Je suis pas mal sûr que c'est un des premiers qui a fait ça chez eux. Salut Martin. C'est quoi Est-ce que donc tu as différents types de grattes, tu as différents types pour les tirer. Est-ce que tu as des différents talents ou différentes écoles de pensée de traceurs? Car ça a été tracé par Benoît.
Ça a été tracé par Martin. Bon, pas rendu jusque-là, mais je vois. Oui, avec le temps, tu développes une expertise de savoir quand tracer. OK. Je veux dire, il y a des moments quand il y a un changement de température, avant qu'il termine de neiger, après. Donc, nous autres, il y a un groupe des groupes de discussion qu'on se dit, OK, là, ça va être le meilleur moment à telle heure, la température va tourner, ça va durcir plus facilement. Oui, OK. On développe une expertise. Là, depuis 2015, ça fait 7 ans. Tu essaies de te pencher pour essayer de créer comme un tournant plus naturel tu parlais de corvée de raquettes. Malgré le fait qu'on ait des motoneiges, tout ça, il faut quand même débarquer puis prendre le temps de taper un virage. On va travailler avec des pelles. Oui, on va faire un berm. On va faire, comme on dit, du bench cut. On va couper la piste. À la main, je veux dire, il n'y a rien qui arrive comme par magie. Est-ce qu'une fois que ta piste est faite, tu es en février, elle est dure, ton fond est dur, c'est plus facile après? Tu fais juste suivre ta trace ou ça devient jamais? Qu'est-ce qui est plus facile, c'est qu'une fois que la trace est faite, idéalement, on ne veut pas taper la neige. On ne veut pas la compresser. On veut la tasser. Tasser de chaque bord? Ben, un peu. Ben oui, parce qu'on veut avoir le fond le plus dur possible. Il y a des neiges qui se compactent pas. Ah, c'est vrai. Tu sais, de la neige de gros sel, tu auras beau piler dessus aussi souvent que tu veux, elle va toujours être molle puis ça sera jamais idéal pour rouler dessus. Donc, ton truc que tu tires en arrière de ta motoneige, c'est pas tant pour écraser, c'est plutôt pour le pousser de chaque bord. C'est comme une espèce de charrue. Oui, il y a des neiges que tu veux écraser, d'autres que tu veux tasser. Puis effectivement, tu vois, ça fait partie des équipements qu'on a achetés cette année. On a vraiment une gratte en triangle qui va servir à pousser la neige en dehors de la piste. Donc, oui. Bon, ici au Québec. Ben vraiment. Au Québec, il y a plein d'équipements, en fait, qui sont fabriqués au Québec aussi on parlait du marché du fat bike, mais c'est quoi les équipements pour un fat bike qui sont importants? Tu as le vélo, mais après ça, on a parlé un peu des moufles. On a déjà parlé des moufles. Mais on a parlé de sacs. Tu sais, en bikepacking, les sacs qui vont s'installer sur le vélo, je pense que l'hiver, c'est primordial d'avoir un duvet, un manteau qu'on peut se réchauffer avec. D'avoir une option pour l'enlever. Puis, toi, portes-tu un genre de sac à dos Camelback? Jamais. Parce que là, j'ai un flasque pour boire parce que ça gèle pas. Oui. Puis là, mauvaise gestion de température de dos, c'est ça? C'est pour ça? Absolument. Ou juste ton confort? Un sac à dos va faire en sorte probablement que tu risques d'avoir le dos mouillé. Puis si t'es mouillé, c'est pas bon. Donc, mouillé, c'est mal. Donc, quelques sacs en vélo. Sur ton vélo. Un sac sur ton vélo. Ouais, un sac dans mon cadre. Puis ça me permet de mettre un petit puffy dedans. Puis, un petit coureur des bois. Un petit coureur des bois. Puis un thermos de thé. Hein? Parce qu'entre 2 gorgées de coureur des bois, il faut faire descendre ça. Il faut faire descendre le thé. Mais est-ce que tu mets des pédales à clip? Bon, clip, sans clip. Je suis en train d'expérimenter sans clip. Je sais. C'est comme un renouveau. Tu es en train de redécouvrir. Je redécouvre. Le pire, c'est on apprend tous les jours. Le pire, c'est que tu n'es pas seul. J'ai vu cette semaine. Moi qui me croyais unique. Ben non. Ma mère m'a toujours dit que j'étais unique. Oui, ben c'est ça. Quoi, tu veux dire que ma mère n'avait pas raison? Non, tu es unique à ta façon. Merci. Mais j'ai vu d'autres vidéos cette semaine, que même le monde GCN sur YouTube. Oui. Il y a un gars qui a mis une. L'as-tu vu? Il fait 100 km de vélo de route sur des pédales flat. Il fait le test un versus l'autre. Oui, c'est ça. Puis après ça, il dit. Moi, je suis sûr que c'est pas si concluant que ça. Il dit j'ai mal. Après, mettons, rendu à 75, je sais pas quoi, il dit j'avais un peu mal à tel muscle. Puis quelqu'un d'un commentaire, ça a vraiment du sens. Il dit c'est juste parce que t'es tout le temps habitué d'être clippé au millimètre près. En fait, c'est un muscle que tu travailles pas d'habitude. C'est pas nécessairement parce que c'est moins bon. L'inconvénient d'une pédale plate, c'est que ton pied n'est pas tout le temps au même endroit. Mais est-ce que c'est un inconvénient ou ça peut être un avantage? Parce que... La réponse, c'est les deux. Ouais. Si tu es mal placé, c'est un inconvénient. Si tu es bien placé, c'est un avantage. Mais l'affaire qui arrive, c'est que si tu es bien placé avec une clip, tu vas toujours être au même endroit. Si tu es mal placé avec une clip, tu vas toujours être mal placé. Ça démontre, je pense, de mieux connaître ta morphologie de corps. Comment où placer ta clip, quel angle lui donner. Ben, si on en revient juste au fat bike, c'est pas nécessairement, ça serait pas un facteur déterminant parce qu'en fait, tu es tout le temps debout, assis. Tu bouges beaucoup. Oui. Là, si on tombe dans le vélo de route, c'est peut-être une autre dynamique. Donc, toi,
originellement clippé, puis maintenant... Puis quelqu'un qui est habitué d'être clippé, là, continue, il n'y a aucun trouble, tu sais, c'est parfait. Moi, j'ai des bottes de fat bike, j'ai souvent froid aux pieds, je trouve que ça m'aide d'avoir des bottes plus chaudes là, pour faire du fat bike. J'ai des clips en dessous. Le seul moment que je trouve que ça va moins bien, c'est quand il fait, mettons, entre -2, +2, là, autour de 0. Là, un paquet de neige se prend dans le niveau de ma clip. Souvent, ça va être au printemps. Ouais. Ou quand il y a une neige fraîche qui vient de tomber, que ça va glacer en dessous de ta clip. Puis là, t'es là, puis tu tapes les pieds mouillé, partout. Pour, ça. Là, ça vient, tu cognes contre ta petite pédale en métal. Là, ça clippe pas. Tu mets le pied à terre, ça remet plein de neige. C'est ça, ça remet. Fait que là, il faut que tu t'accotes sur un arbre pour cogner tes pieds. Mais sinon, c'est quand même... je trouve que ça va quand même bien clipper, mais ça va moins bien clipper. Les bottes... Il y a des bottes de fat bike qui sont spécifiques pour ça, non clippées. Oui. Et la différence par rapport à mettons, le pire, ça serait des bottes Sorel, là, très, très mou. Hein. Mais sinon, des bottes de fat bike qui sont pas clippées, c'est ta semelle va être plus dure, plus lisse. C'est à la même façon que pour une chaussure d'été. Si on veut que les clous de la pédale mordent bien dans la semelle, il ne faut pas qu'il y ait de crampons. Donc là, moi, j'ai la nouvelle botte Blivet, semelle lisse. Tu sais, vraiment, c'est lisse en dessous de la botte. Il n'y a pas de crampons. Des fois, c'est contre-intuitif. Tu dis, il n'y a pas de crampons, je vais glisser. Ouais. Mais sur une pédale plate, qui a des clous dans la pédale, si tu veux que ça morde dans quelque chose, il ne faut pas qu'il y ait de crampons. Sinon, les crampons de la botte, ça n'imbriquerait pas comme il faut dans la pédale. Si tu as des crevasses là, dans ta botte, là, exact. Ça, c'est tes pins vont rentrer peut-être au mauvais endroit dans le vide. Pour toi. Ils ne tiendront pas dans du caoutchouc. Même dans le vide, ben oui, c'est vrai. Ils ne tiendront pas dans le caoutchouc. Donc, c'est pour ça qu'on va favoriser une semelle qui est bien lisse sur une botte l'hiver aussi, comme sur une chaussure, en fait. Donc, cet hiver, tu roules majoritairement pas clippé? Jusqu'à maintenant, oui. Puis, en début de saison, souvent, comme qu'est-ce que tu disais tantôt, pour éviter que la glace se forme en dessous, avoir une semelle plate, ça évite ça. Début de saison, roules-tu avec des bottes d'automne? Des espèces de bottes entre deux? Je pense qu'on a la même paire de Ragnarok. Ouais. Puis, tu sais, ces bottes-là, d'après moi, puis je sais pas pour toi, là, mais jusqu'à 0 degré, tu peux t'endurer, là, mais ça dépend d'une personne à l'autre. Il y en a qui vont rouler avec ça, il fait -15, puis ils disent qu'ils sont bien. Moi, je serais pas capable, personnellement. Si quelqu'un voulait utiliser une botte comme ça à l'année, puis je sais que tu as une expérience positive avec ça aussi, c'est peut-être d'ajouter un bas chauffant dedans. Là, c'est peut-être que ça peut te permettre de faire l'hiver en combinant les deux. Mais juste sur la botte d'automne, là, spécifiquement, je pense pas que c'est tant pour le froid que pour le fait qu'elle soit complètement imperméable. Parce que les souliers à clip normaux, là, même si tu mets des couves chaussures, l'eau va toujours finir par rentrer. Ça va finir par rentrer par le dessus, mais généralement encore plus vite par la clip par en dessous. Il y a un espace libre entre ça va mouiller ta semelle de par en dessous. Puis ça, il y a une différence, je pense, comme des bottes de fat bike, que ton pied est complètement fermé dans son chausson, puis en dessous, ta clip est comme... Souvent, ces bottes-là, il y a une protection de néoprène dedans. La façon d'avoir de l'isolant, c'est de mettre du néoprène. Puis le néoprène, même quand ton pied va être mouillé, donc dans ta journée de... ça va garder comme un wetsuit. Oui, ça va te garder au chaud. Tu vas avoir le pied mouillé au chaud. Mais sinon, comme équipement, si on parle moufle, mitaine, des bottes spécifiques pour ça. Mais sur le... on avait commencé les bas chauffants. Oui. Moi, j'adore les bas chauffants. Là, pour conduire ton auto, écouter un film, exact. Non, peut-être marcher, pas écouter un film, faire de la raquette, du patin. Oui, tous les sports d'hiver, l'exemple que je donne, parce que ça peut être cher. Hein, il y en a à 100 $, mais comme tu dis... Tu peux aller chercher jusqu'à du 400 quelques piastres pour une paire de bas chauffants. Exactement. Parce que habituellement, ça le vaut, par exemple. Ça coûterait pas mal plus cher de chocolat chaud. Oui, mais non, mais là, c'est ça. Attends, là, l'exemple que je donne, de pourquoi tu peux dire que ça vaut la peine d'acheter des bas à 400 ou 500 $, incluant les batteries, c'est que, mettons, tu l'utilises dans tous les sports, tout l'hiver, année après année. Là, tu rentabilises ton équipement. Mais tu vas en ski. On dit ça de même. Il existe des semelles aussi chauffantes.
Puis l'inconvénient de la semelle chauffante, c'est que tu peux pas t'en servir dans toutes tes chaussures. Puis tu n'as peut-être pas nécessairement exactement au millimètre près les mêmes chaussures. Mais les bas, bon, tu pars en ski, là, tu as acheté ton équipement de ski, ce qui t'a coûté très cher. Tu as acheté même un billet pour une journée, c'est super cher. Puis là, tu passes 20 25 de ta journée dans le chalet avec les pieds dans les mains à essayer de te réchauffer. Je te dis, est-ce que je ne sais pas, je ne crois pas que c'est trop fort de dire que pour moi, les bas chauffants, ça a changé ma vie. Ça a changé la vie de plusieurs personnes que je connais, en tout cas. Ça, je te le confirme, c'est sûr. Moi, je partais avec Brigitte faire du fat bike, justement, puis là, tu sais, première 15-20 minutes, on jase, on a du plaisir. Ouais. Là, après, une vingtaine, trentaine de minutes, un petit peu moins de réponses à mes questions. Ouais, 45 minutes, plus de réponses, on s'en retourne au char. Ah ouais. Avec des bas chauffants. Tu peux passer la journée dehors. Ben oui, même il y a certains modèles, tu peux aller chercher une dizaine d'heures. Plus que ça, je pense que ça dit 15-16 heures pour... là, c'est le temps d'aller te coucher. Là. À moins que tu fasses ton un 200 km. Donc, puis tu peux le contrôler avec ton téléphone à distance. Ben, à distance. La magie de la technologie Bluetooth. Ouais, non, c'est gauche-droite, différent. Intermittent, c'est-à-dire 1 minute, ça marche, 2 minutes, ça marche pas. Là, ça peut durer encore plus longtemps si t'es comme ça. Hein? En voulez-vous des bas chauffants? En veux-tu? J'en ai déjà. Ben, quand on commence à faire du fat bike, là, ça peut être cher. Là, Il existe la location, premièrement. Ouais. Donc, pas besoin d'acheter un vélo. C'est juste pour essayer. Loue-en un, tu vas voir. Mais je veux dire, tu pourrais très bien prendre une botte de marche là, que tu utilises. Ça va faire le même travail pour commencer. Là. Je ne sais pas si ton point, c'est un peu ça, mais on n'a pas besoin de se ruiner pour commencer à faire ça. Là. Tu prends ton casque avec une petite tuque mince en dessous, un casque de vélo avec une tuque mince. Ça va te protéger la tête, mais en même temps, tu vas avoir de la ventilation un petit peu. C'est rare qu'on a froid à la tête. Ouais. Moi, je mets un Les casque de vélo. extrémités, c'est non négociable. Il faut vraiment que tu sois bien... As-tu, c'est sûr que non, là, tu t'es essayé de rouler avec des goggles, un masque de ski? Un masque? Oui. Oui. Pour moi, ça ne me convenait pas. Il y a des gens qui vont aimer ça, rouler avec ça. Peut-être qu'ils sont plus exposés. Moi, je ne suis pas capable. Mais il y en a qui vont le faire. Pour moi, c'est trop chaud. Mais ça va dépendre. Encore là, un exemple comme le Wendigo, tu es sur une piste cyclable, dans une piste de motoneige, exposé au vent pendant 100 km en ligne droite. Ouais. Ben, c'est peut-être une journée où est-ce que tu pourrais mettre un masque. Des goggles. Tu sais, mais encore là, ça va d'une personne à l'autre, ça va changer. Ceux qui ont leur casque de ski, moi, encore une fois, je ne suis pas capable de porter un casque de ski pour faire du vélo. C'est trop chaud. Ouais. Dernière petite pièce d'équipement sur un fat bike que je trouve que ça te prend absolument ça, c'est les clous dans les pneus. Plus en plus. Je crois que la majorité des vélos ne viennent pas avec les clous, mais que tu as la possibilité d'en ajouter. C'est un élément à porter attention. Quelqu'un qui magasine un vélo, maintenant, il peut avoir des pneus déjà qui sont prêts à recevoir des clous. Puis, tu sais, mon discours n'aurait pas été le même. Il y a 5 ans, il y avait moins d'utilisateurs. Les pistes n'étaient pas nécessairement tracées de la même façon. Il y avait moins de glace dans les sentiers des Laurentides. Peut-être que quelqu'un habitait à Bromont, c'était essentiel d'avoir des clous, mais ici, des Laurentides, c'était pas encore, ou à Québec, c'était pas encore un must. Mais maintenant, ça ajoute à peu près pas de poids sur un pneu. C'est pas un inconvénient de les avoir quand on n'a pas de besoin, à moins de rouler l'été. Sur l'asphalte avec ça, est-ce que c'est... Si tu roules quelques kilomètres comme ça pour te rendre à un sentier l'hiver, il n'y aura pas de problème. Mais l'été, peut-être que là, ça serait bon de changer de pneu. Mais donc, c'est pas un inconvénient d'avoir des clous. Puis tu as raison, c'est rendu un must. C'est parce que tu peux vraiment... Tu sais pas, quand tu descends la piste, s'il va y avoir des plaques de glace. Puis là, tu as une pas pire vitesse. Surtout en début de saison. Oui, là, tu es rendu à 14 km/h. Là, tu descends, puis là, tu es un peu légèrement penché, puis tu passes de 80% de résistance à 0. Il ne faut pas se faire à croire non plus que des clous sur un fat bike, ça va faire le même travail que ceux qui regardent des vidéos de motocross sur un lac l'hiver. Là, Pour vrai, c'est fou la différence. Je pense que ça va ajouter en assurance. Ouais. Mais c'est ça. Il ne faut pas espérer non plus penser qu'on va coucher le vélo sur le côté et que ça va tenir. Ouais. Oui, un autre bel... Location, si on fait juste lancer les prix comme ça, c'est à peu près quoi, 50 pour une demi-journée? Une soixantaine de piastres, peut-être 90 pour une journée complète. Puis chez nous, en tout cas, là, on va créditer ça à l'achat d'un vélo. Il n'y a pas grand-chose à perdre.
Puis si t'es pour t'en servir quelques fois seulement dans l'hiver, ben, ça fait ça de moins à ranger dans ton garage. À travers le Québec, en tout cas de plus en plus à chaque année, dans les CEPAC, on peut en faire, on peut en louer. La plupart des grands centres offrent la location. C'est ça. Même à Montréal, il y a Bruno Vélo sur le bord du canal de la Chine, il loue des fat bikes aussi, puis il va même en porter à domicile. Je pense qu'on peut en faire au Parc Jean-Drapeau aussi, même peut-être pas obligé d'aller super La région loin. de Montréal, mais totalement inconnue. Ben, c'est au sud de Saint-Jérôme. Moi, je pensais même pas qu'il y avait quelque chose qui se passait là. Oui, il existe d'autres choses au sud de Saint-Jérôme. Du trafic. Hey, on termine avec, je te lance en vrac des équipements et tu me dis, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon sur un fat bike, OK? Go, je suis prêt. Poteau de sel télescopique, dropper. Dropper, c'est bon. C'est bon. Ça ajoute, quand, encore là, des gens qui ont de la réticence à utiliser ça au début, une fois que tu t'en sers, je suis pas d'accord avec cette affirmation, mais il y en a plein qui affirment que c'est une des inventions les plus fantastiques qui a touché le vélo de montagne dans les dernières années. Là. Ouais, mais quand même. Ça va ajouter ça une évite confiance, de passer par-dessus ses poignets pas mal. Oui. Mais donc, oui, moi, je suis d'accord que c'est... OK. Roue de 26 pouces ou de 27,5, on voit encore les deux, je pense, dans les fat bikes. 27,5, c'est rendu la nouvelle norme. 26, c'est les moins bons? Tu sais, le fat bike, il n'y a pas tant changé que ça dans les dernières années. Depuis que ça a été inventé, là, ça n'a pas changé tant que ça. Il y a une chose qui a changé puis qui pourrait justifier pourquoi tu veux remplacer ton ancien vélo, c'est pour passer du 26 au 27,5. Est-ce que la largeur des pneus a changé? Non. Un peu, même, ça a évolué. La première année que j'en ai eu un, c'était des 3 points quelques puis pouces. maintenant, il est écrit, quand tu vas dans les pistes, c'est du quoi minimum? 3,8, 4? Ouais, mais là, ça, en plus, c'est relatif à la largeur de la jante. Il y a plein de facteurs qui vont affecter la largeur du pneu, la pression d'air, plein de choses, mais on s'entend sur le fait qu'un fat bike, en général, c'est 3,8 et plus. Okay. Et plus. Jusqu'à 5 pouces. Puis est-ce que ça fait une différence que tu aies un 26, un 27,5? Je pense de moins en moins. Encore là, les sentiers ont évolué. Si dans le passé, on roulait dans des sentiers de raquettes qui étaient à peu près pas utilisés, on voulait avoir un pneu de 5 pouces minimum, c'est comme le plus large possible. Mais aujourd'hui, 90% du temps, tu es sur des sentiers compactés super durs. Donc, le pneu 4 pouces peut être 100% parfait. C'est plus léger, ça va améliorer ton plaisir. Donc, traîner trop de pneus pour rien, ça sert à rien. Est-ce qu'on met des chambres à air ou c'est tubeless? Ça, c'est une autre bonne affaire à réfléchir. Écoute, j'ai essayé les deux. Ouais. Je suis revenu aux chambres à air. J'ai des chambres à air ultra légères. Ah oui, en TPU. En TPU. Ça enlève beaucoup de poids par rapport à une chambre à air traditionnelle. C'est vrai que c'est lourd, une chambre à air traditionnelle. Puis, de la même façon qu'on parle de vélo de route, de vélo de montagne, puis de gravel bike, le plus léger les roues, le plus agréable va être l'expérience. C'est pareil pour le fat bike. Mais j'ai encore un peu de souci avec le tubeless. Tu peux avoir un tubeless qui va tenir pendant 4 ans de temps sans déjanter, sans aucun problème. Ou passer l'hiver à pomper. Mais la fois, oui. Oui, ben, toi, ton expérience par rapport à ça, on jase, là. Ouais, je sais pas pourquoi. C'était comme une combinaison pneus, jantes qui ne marchaient pas ensemble. J'ai aucune idée. On a essayé plein de choses, remettre du scellant. C'est le seul vélo que j'ai, moi, tubeless. J'ai les TPU dans... Puis c'est contre-courant, là, complètement, là, je sais pas, mais... Mais ça dépend qu'est-ce que vous faites. Si toi, tu es tout le temps dans un endroit qui est à 3 km de ton auto, vas-y, tubeless, pas de problème. Mais tu sais, le jour où est-ce que tu es à 20 km de chez vous, puis là, c'est des faits qui sont arrivés. Là, les faits que nous allons vous relater sont déjà arrivés. Il est 11 h le soir, tu es dans le fond du bois quelque part, puis là, ton pneu, il lâche son stand. Oh, il explose. Ben non, mais il déjante parce que tu roules à trop basse pression. Il déjante, t'es pogné dans le bois, t'as l'air d'un zouf. C'est pas agréable. Puis il fait fret. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, ben moi, j'étais correct. C'est arrivé à quelqu'un d'autre que je connais. Ah. Ben non, mais là, t'es pogné pour essayer de réparer ça, puis tu marches, puis tu reviens au char. T'as marché avec l'autre pour l'accompagner ou tu t'es dit, je vais aller partir l'auto? C'est ça, j'ai lancé ses clés dans le bois, puis je suis parti dans l'autre bord. Mais non, je veux dire, on s'arrange, on essaie de réparer. Mais là, si tu dois transporter 2 chambres à air qui pèsent un quart de livre chaque dans ton sac, au cas où ton tubeless ne fonctionnerait pas, mets-le donc dans les pneus tout de suite, ça va être réglé. Ouais.
Bon, dernière. Est-ce que ça change quelque chose, cadre en acier, aluminium, carbone, pour un fat bike? Parce que le vélo est plus gros qu'un vélo d'été. Ça va influencer peut-être le poids final, Mm-hmm. mais ça ne changera pas le comportement. C'est pas vrai. Les pneus sont tellement mous Ouais. que tu perds beaucoup du comportement du matériel ou du... Oui. Tu sais, le matériel n'aura pas la même influence sur un fat avec des pneus 4 pouces gonflés à 4 PSI que sur un bike de route avec des pneus à 100 livres. Tu ne ressentiras pas le matériel. Le poids final, peut-être. Est-ce que ton poids est plus important quand tu es sur la neige puis tu peux déraper davantage, mettons, pour monter une côte? On est rendu là. On s'entend, ça va être une demi-livre au total sur le vélo. Ouais. Puis, OK, une des choses qui peut faire une grosse différence, fourche en carbone. Pour ton devant. Pour le devant du vélo, là, ça va alléger l'avant. La fourche de carbone aussi, elle a une rigidité peut-être qu'on peut aller chercher supplémentaire par rapport à de l'acier ou de l'aluminium. Oh, mais là, ta rigidité, quand ton pneu est mou de même, ça change quoi? Ben justement, la déformation même de la roue. Torsion, en torsion, d'un bord à l'autre. Hein? Pas nécessairement de vertical. Mais ça va alléger la conduite. Mais... Clairement, ça, il y a une influence. Après ça, le cadre, qu'il soit en acier, en carbone, en aluminium, en titane... En bois. En bois, ça serait drôle, là, un piccolo, ils en font ça encore. Je sais, je sais pas, mais en bambou. Bon. Ah oui. Quelle idée particulière, en bambou, sauvons la Terre. On en reparlera un autre épisode. On va clore ici ce chapitre, mais nous prenons vos commentaires et vos questions. Ben, comment on te joint? @Espresso Sport. Et je suis disponible au @Jonathan Berroy. Merci pour votre écoute et à bientôt pour d'autres encycliques.